Dimanche, my God, dimanche le 22, bienvenue en prenant votre café. J'ai-tu un début de grippe, moi? Colline de colline. J'espère que non. J'ai un chat dans la gorge. Hein? Ben, hey, je vais vous faire écouter un discours de Harper en quelle année? Ben, quand il était contre Justin Trudeau. Vous allez voir, avec le recul, c'est intéressant. Jack Metzing, et derrière ses airs cool, est agressif dernièrement. Le Bloc québécois a mis ses conditions. Ça va coûter 3 milliards pour garder le Parti libéral au pouvoir. Et voilà. Hein? Les pannes Hydro-Québec, je ne suis pas le seul. Une juge est fâchée. Elle dit que, elle est fâchée après la presse, mais on va vous dire pourquoi. Jonathan Hamel, je vais vous le montrer, qui montre Bitfarm versus Lion Électrique. Hein, si on avait investi dans les centres de données Bitcoin avant. François-Philippe Champagne sur notre vol à la radio, quel personnage. FedEx, je vais vous montrer le titre de FedEx. Vous allez voir, c'était tout un yo-yo. Hein, je vais vous montrer ça. Model 6 acheté par des Indiens, Burberry, Raspberry, Qualcomm qui va acheter Intel. La section finance est jam-pack. Il y a tout quoi d'intéressant. Les allergies aux arachides, j'ai des chiffres. Et pourquoi sommes-nous si allergiques aux arachides maintenant? Je vais vous faire entendre un discours, je ne sais pas si on va le faire bloquer, là. J'espère que non, mais on verra. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il y avait des droits d'auteur dessus. Donc, attendez un peu que je retrouve ça. Que je retrouve cela. Bon, OK. C'est parti. Ça dure 1 minute. Je vais m'étirer pendant ce temps-là. Well, obviously we faced a major global financial meltdown in 2008-2009, not just the drop in economic activity, but the effective freezing and collapse of a significant part of the global financial sector. My economic training tells me that's actually the time when you do run a deficit. When you have modest growth, we have modest growth this year, we will have modest growth, you don't return the country into deficit. And Trudeau's deficits will not be small. Mr. Trudeau has made tens of billions of dollars of spending promises. He said the budget will balance itself. He has no idea what he is talking about when it comes to these things. That's why you could be sure that his small deficits will become large deficits and would get Canada into the same pickle of high taxes and program cuts that we had under the last Liberal government. Ben écoutez, ce qu'il dit essentiellement, puis là, je suis pas en amour avec Harper, hein, mais il sait gérer comparativement à Justin Trudeau. Et ce qu'il dit, c'est quand ça va bien, faut que tu payes tes dettes. Quand ça va mal, tu peux endetter le pays. Justin Trudeau a endetté le pays quand ça allait bien. S'il arrive une récession majeure, comment qu'on va faire pour s'en sortir? C'est exactement c'est la prudence qui va de mise la plupart du temps. Et on n'a pas tenu compte. Donc voilà. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Donc, mais c'est un bijou à attendre après autant d'années. Là, hein? Hey, Jack Metzing, j'ai pas les vidéos, là, mais il s'est pogné en chambre avec Pierre Poilievre. Ça a l'air qu'il voulait presque se battre dans la chambre. Et à sortie de la chambre aussi, il y a un autre gars qui l'interpellait puis qui le traitait de nom. Il servirait de bar. J'ai vu la vidéo, là. Il s'est présenté à lui d'en face, là. Dis-moi, il est dans ma face, là. Mais vraiment, il pointait le doigt, là. Il était à 6 pouces. Sincèrement, là. Moi, s'il m'avait présenté le doigt d'en face comme ça, là, j'aurais donné une claque sur le doigt. Là, enlève-moi ça de là, là. Un peu comme j'ai déjà fait à la TV. Dans un débat au débatteur, il y a une madame qui m'a pogné le bras. Hey, écoute-moi, lâche-moi ici. Non, mais écoute, ça vient juste de rentrer puis il est agressif. J'ai jamais vu un politicien dans la même semaine montrer autant d'agressivité. Je veux dire, il était loin, il marche, la personne l'insulte. Normal, malheureusement. Hein?
Et il servait d'abord, j'aurais pas accepté, c'était hyper agressif de sa part, j'aurais jamais accepté ça. Jamais. Et pour garder le Parti libéral, donc pour déclencher les élections au fédéral, le Bloc québécois va donner son appui au Parti libéral seulement, et seulement si, il augmente la pension pour les aînés de 65 à 74 ans. Et vous voyez, on peut pas être contre la vertu. Hein? On peut pas être contre la vertu, sauf que on vient de se débarrasser du NPD qui a mis toutes ces conditions qui ont coûté extrêmement cher au pays. J'ai rien contre, mais c'est parce que si on donne 3 milliards aux aînés, je suis pas contre. Hein? On peut pas être contre de donner plus d'argent, mais on va la prendre où? Quelle coupure qu'on va faire? C'est là que le gouvernement libéral n'est pas capable de prendre ces décisions-là. Donc, si le Parti libéral ne dit pas oui pour augmenter les pensions des gens de 65 à 74 ans, qui va coûter 3 milliards annuellement, ben le Bloc n'appuiera pas le Parti libéral. Vous voyez le Parti libéral, comment il s'est mis dans une position de faiblesse. Il est toujours à la merci. S'il dit non, hein, dans les prochaines élections, ils vont toujours se faire taper dessus qui étaient contre les aînés. Donc, c'est smart de la part du Bloc. Hein? Mais on ne peut pas se faire gérer par toutes les demandes de tout le monde qui viennent rajouter au fardeau fiscal et à la dette du Canada. On ne peut pas, là. Hein? Mais c'est ça, un parti minoritaire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas endurer un parti minoritaire tout le temps. À un moment donné, oui, si c'est ça, à cause, à cause du Bloc, hein, on va se le dire, si c'est ça le futur du Canada, ben à un moment donné, il va falloir que les partis comprennent, regarde, on va retourner en élection à chaque 6 mois si vous voulez, là, mais on ne pliera pas sur toutes les demandes, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas gérer à 4 partis qui font leurs demandes. Tu peux pas. Ça donne le bordel total. Tout le monde va avoir sa base sans avoir le pouvoir de couper. Parce que les partis d'opposition, là, leur seul pouvoir, c'est de demander. Hein? Pour voir si un parti qui veut se faire réélire va dire « Je vais te donner ton appui, mais tu vas congédier 100 000 fonctionnaires. » Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Hein? Mais c'est ça. Donc, voilà. Hein? Hey, prenez-vous du... est-ce qu'on a un Zepbound ici de Eli Lilly, ou on a seulement Ozempic ou Mounjaro? Ben, il y a une guerre de prix, c'était normal. Hein? C'était normal à un moment donné que les prix soient très élevés, parce que c'est de la nouveauté. C'est nouveau. Ils ont fait beaucoup de recherche et développement, puis il faut qu'ils rentabilisent. Mais là, il y a de la compétition rapide, donc Ozempic non, c'est Zepbound qui coûtait jusqu'à 1000$ par mois. Et ça coûte cher en tabarnouche. Hein? Maintenant, ça coûte 399. Donc, c'est normal. Il va y avoir des guerres de prix là-dedans. Et tu sais, la question qu'il va falloir qu'on se pose maintenant comme société, parce qu'on l'a échappé. Là. On va se le dire, là, on a échappé notre société. Là. Quand 40% des enfants de 10 et 11 ans sont obèses, on l'a échappé. On pourrait blâmer les parents. On peut. Hein? Mais ça part du système d'éducation à l'école qu'on n'a pas enseigné aux gens à lire un label. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sirop d'érable. Parfait. Hein? Parce que moi, je regarde les gens quand ils font les épiceries. Là. Il y en a des gens qui font un effort fantastique. Résultat, presque nul. Hein? C'est pas fort le résultat, mais parce que c'est marqué tout le temps sans gras, mais sans gras veut dire sans sucre, avec beaucoup de sucre aussi. Donc, on l'a échappé. Est-ce qu'on devrait maintenant le rendre gratuit pour les gens qui sont obèses selon nos standards d'obésité? Il va falloir se poser comme question dans les prochaines années si on fait ça, parce que ça apporte toutes sortes d'autres problèmes de santé, ça remplit nos hôpitaux, donc est-ce qu'on serait prêt à prendre le risque d'avoir une société sur l'Ozempic? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'on se pose comme question, pas à peu près. Hein? En attendant, il y a une guerre de prix, puis c'est toujours bon. Et est-ce que vous allez retourner au travail, hein? Vous autres, ou vous allez continuer à travailler working from home? Ben regardez, ceux qui ne le voient pas, là, il y avait un sondage au mois d'avril, puis un sondage au mois de septembre. Ici, c'est Amazon qui dit, bon, au mois de janvier, c'est tout le monde qui va être au bureau. Au mois d'avril, la plupart des entreprises, là, le chiffre, c'est pas seulement Amazon, c'est toutes les entreprises, les CEO, à peu près 37% disaient non,
Non, tout le monde on va rester comme ça, à travailler en mode hybride. Au mois de septembre, 80% des CEO, les mêmes CEO, ils disent non, on ramène tout ça à la maison. Hein? Tout le monde retravaille du bureau. Quand même, hein? Le mode hybride, 45% au mois de septembre, on descend à 18%. Et le fully remote, ben ça reste à peu près pareil. Là, tu sais. Donc, le travail de la maison est terminé. Les entreprises ont eu 3 ans pour ramasser des données pour voir que c'est pas si fantastique que ça. La productivité peut-être pas est pas toujours au rendez-vous. C'est pas tout le monde qui peut fonctionner au résultat versus une feuille de temps. Il y a tout le droit à la déconnexion maintenant aussi qui vient jouer dans les pattes. Hein. Si tu peux pas contacter ton employé pour passer 5 heures, ben, tu aussi bien de l'avoir dans ta face de 9 heures à 5 heures au moins. Hein? Tu vas le savoir qu'il va travailler là-dessus. Donc, toutes les lois qu'on rajoute et la productivité qui est pas là. Oui, vous gagnez du temps au point de vue travail, au point de vue déplacement, mais ça, c'est pas le problème de l'employeur. Il faut qu'il soit conciliant dans une tempête de neige, là, on s'entend, là. Mais c'est pas mal terminé. C'était une belle étude de cas qu'on a eue pendant la pandémie, mais les gens ne sont pas prêts à travailler de la maison tout le temps. C'est pas facile de travailler de la maison. C'est vraiment, ça prend du temps. Et moi, ça fait 12 ans que je le fais, là. Je suis habitué. Ça m'a pris du temps au début. Hein? Les outardes. Les outardes ont commencé. Hey, allez vous coucher! Il est tôt! Dérange pas mon show. Ben, je suis pas le seul à avoir des pannes d'Hydro-Québec. Vous m'entendez parler souvent de mes pannes à Outremont. Un petit peu moins en campagne. À Outremont, c'est assez commun maintenant qu'il y en a. Mais je suis pas le seul, je suis juste une grande gueule. Vous savez pourquoi je le marque tout le temps sur X? Parce qu'à un moment donné, je l'avais marqué 2-3 fois. Et Michel Setlacoué, notre député, elle m'avait écrit, elle m'a dit, il y a un gros problème à Outremont. Tu pourrais-tu les documenter? Je dis, non, moi, je documente sur X. Puis Hydro-Québec m'avait dit, tu pourrais-tu marquer les heures aussi? Je dis, je travaille pas pour toi. Je dis, va voir mon compte X, puis tu vas le savoir. Hein? Fait que je vous tague à chaque fois. Et mais je suis pas le seul parce que en 2000, en moyenne, là, on manque 18 heures d'électricité par année. Quand même, hein? C'est 6 fois plus qu'en 2014, une augmentation de 485 %. Pas le seul. Le réseau, on ne l'a pas investi. Il était à un moment donné qu'Hydro-Québec était à la course aux dividendes pour redonner au gouvernement. Et ce faisant, le gouvernement a siphonné. Quand une entreprise là, siphonne des dividendes, tu sais, quand tu pars une entreprise, qu'est-ce que tu veux faire avec cette entreprise-là? Tu veux la vendre ou tu veux la garder à long terme? Si tu veux la garder à long terme, pas de problème. La minute que tu retires un dividende, là, tu ralentis la croissance. C'est tout simplement ça. Regardez, j'ai Acier Saint-Jérôme. Jamais retiré les dividendes encore. On est en croissance. François Lambert.one, je suis encore plus en croissance dans celle-là. J'ai jamais retiré de dividendes de l'entreprise. À tel cas, on retirait des dividendes. Oui. Pourquoi? On laissait une partie de l'argent en capital pour faire continuer la croissance, mais c'était une bonne entreprise qui était généreuse, si on peut dire, parce qu'on avait beaucoup d'employés. Donc, on se versait aussi un dividende aux actionnaires. Si j'avais tout mis, pas versé de dividendes, tout mis dans l'entreprise, faire des acquisitions, on serait encore peut-être plus gros aujourd'hui, je ne serais plus là, parce que ça ne m'intéressait plus, là. Mais c'est ça. Donc, lorsqu'on retire 4 milliards de dividendes, parce que c'était ça à un moment donné, on a ralenti la croissance. On n'a pas autant investi. Et là, on paye le prix. On paye le prix avec, maintenant, on est obligé de quêter pour des mégawatts, ce qu'il y avait pas, on ne parlait pas de ça il y a 20 ans. Hein? On ne parlait pas de ça du tout. Venez-vous-en chez nous. Là, maintenant, on est obligé de contingenter. On a un service en panne, puis on doit construire là-dessus. Donc, c'était les quelques années qu'on était fiers de rapporter des bons dividendes au gouvernement, on paye le prix après. Il y a toujours un prix à payer de mauvaise gestion et d'être bien fier de rapporter de l'argent. Ça s'est fait au détriment. C'est pas le nombre d'employés qui a diminué, là. Donc, il y a un problème de gestion en plus de ça, Hydro-Québec, là. Il y a une juge, les juges, moi, des fois, là, ils manquent de jugement solide. Hein?
au point de vue business, là, quand je lis, je me dis, my God, qu'est-ce qu'il a fumé, ce juge-là? Mais souvent, dans des choses criminelles aussi, là, c'est un cas d'un viol. Et la femme, le criminel, n'a pas eu une grande peine de prison parce que la juge a dit que la fille avait juste à ouvrir les yeux, elle avait fermé les yeux pendant l'acte. Hein? Quelque chose comme ça. Puis Yves Boisvert, dans la presse, se permet de la critiquer. Il va dire, voyons donc, tabarnouche. Hein? Un crime, c'est un crime. T'sais? Et là, ben, elle est allée se plaindre que c'était du harcèlement criminel à son en égard, et surtout parce que c'est une femme. Bingo, la phrase. Hein? Dès que qu'une femme comme ça, hein, le garoche, c'est parce que c'est une femme, on l'entend souvent. Et ça, c'est l'argument. L'article est vraiment bon parce que c'est un argument massu où on peut plus rien dire. Ah, tu m'accuses parce que je suis une femme. Là, on marche même plus sur des œufs, là. Hein? On te les écrase toutes, ta parnouche. Hein? Tu sais que tu vas l'échapper dans ce temps-là. Non, tu as rendu un jugement de marde. Ça n'a pas rapport. Il faut sortir ça de notre discours. Tu dis ça parce que je suis une femme. Tu dis ça parce que je suis de telle couleur. Tu dis ça parce que j'ai 8 bras. Hein? Faut arrêter ça. Des fois, on peut juste juger une personne sur un cas par rapport à ce qu'elle a dit, sans penser de quel genre elle est. Hein? Mais écoute, ça vient d'une juge. Tu dis ça parce que je suis une femme. Qu'est-ce que j'ai marqué? Luc Poirier. Luc Poirier, vous m'avez tout parlé comme quoi il voulait se lancer dans la course à la mairie de Montréal. Puis, est-ce que Luc serait un bon candidat? Je ne le sais pas. Luc, pour moi, c'est une connaissance. Quelqu'un que j'ai croisé 3-4 fois, on s'est dit bonjour, on devrait aller manger ensemble, ça n'est jamais arrivé. J'enlève rien à ses qualités d'homme d'affaires, de bâtisseur. Les chiffres parlent pour lui. Il sait comment faire des deals. Bien évident. Est-ce qu'il est la bonne personne? On ne le connaît pas comme entrepreneur, rassembleur. Je l'imagine toujours travailler seul ou à peu près là, avec une équipe. Donc, je ne le connais pas là-dessus. Donc, il va falloir que Luc nous prouve, comme Pablo Rodriguez, s'il veut devenir chef du Parti libéral, qu'il nous prouve qu'il est capable de gérer. Hein? C'est ça qu'on va devoir voir. Est-ce que Luc va se présenter? Ben, ça y appartient. Mais je ne l'appuierai pas plus que quelqu'un d'autre si je n'aime pas son plan que je ne connais pas. Je dis ça, moi, je ne me présenterai pas à la Ville de Montréal. J'ai pas le temps. Mais vous le savez déjà, mon plan. Je me suis déjà prononcé plusieurs fois. C'est pas parce que Luc a des talents en immobilier qu'il va vouloir réduire. Tout le monde veut réduire les 510 jours d'attente. Ça, là, ça peut se régler tout de suite. Valérie Plante a juste à appeler et dire tu vas approuver les permis rapido presto. La machine n'est pas capable de la contrôler, Valérie Plante. C'est elle qui le met en place, elle n'est plus capable de la contrôler. Donc, Luc veut réduire ça, ben, c'est facile. C'est la chose la plus facile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la ville? Moi, vous le savez, hein? La STM, là, ça devient gratuit. Je le dis, je le redis, je ne pourrais pas me présenter un jour en politique sans le faire. Ça serait une de mes choses. Est-ce que je serais bon? Je ne sais pas. Facile de critiquer, mais je ne sais pas si je serais un bon maire. Là. Je pense que je serais mieux que Valérie Plante. Est-ce que Luc serait mieux que Valérie Plante? Il ne peut pas faire pire. Puis je ne pourrais pas faire pire, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut le meilleur qui est disponible pour aller faire un job de bras. Est-ce qu'il est prêt à se faire détester? Moi, je suis prêt à me faire détester si j'y allais. Mais j'ai trop de travail à faire sur mon entreprise. Et dès qu'on pense qu'on en a, il faut l'amener à un autre niveau, il faut travailler encore plus fort. Hein? Plus fort dans les recettes, plus fort sur le site web, plus fort sur la ferme. Donc, j'ai 57 ans, moi, profiter de mes 8 prochaines années pour bâtir cette entreprise-là. Hein? Le temps que Gaël ait 18 ans. Donc, je ne sais pas si Luc, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qu'il va faire vraiment, comment il va se prononcer. On regardera ça. Hein? J'ai peur pour le Québec. La semaine passée, on a fait un débat dans l'intelligence artificielle aux débatteurs. 86% des Québécois ont peur pour leur sécurité, hein, la sûreté de leurs données, puis la sécurité avec l'intelligence artificielle, puis la fraude. Moi, ce que ça me dit, là, hein,
ce que ça me dit. Puis j'en ai parlé presque tous les jours depuis ce temps-là. Mais je regarde comme l'Argentine, encore sous Javier, qui dit, nous, on va être le top 4 des leaders à intelligence artificielle. Il y a des gens qui se proposent partout. Des centres de données qu'on n'a pas ici. Hein? On est en train, parce qu'on a peur de l'intelligence artificielle, on a eu peur du Bitcoin, je vais vous montrer tantôt un graphique. On a eu peur de tout ça, puis on passe à côté de tout. On a besoin vraiment, là, il y en a un pourtant, un gars techno en chef, là, tu sais. J'oublie le nom, là. Il y a toujours un nœud papillon, je pense, le gars. Faut arrêter d'avoir peur. Oui, il y a des choses qui peuvent être épeurantes. Est-ce qu'il peut être dangereuse? Pas pire qu'un coup de téléphone. Hein? Même avec une voix triquée. Quand même, Marilyn m'appellerait avec une voix triquée, puis je ne reconnais pas son numéro. Hein? Je la rappellerai, je regarde, je dirais, tu vas te rappeler, t'occuper. Je rappelle 2 minutes après. Allô, Marilyn. Okay? Donc, faut pas avoir peur. Hein? C'est le futur du Québec on va se ramasser encore à la traîne comme on l'est en ce moment. Comme on a dit non au gaz de schiste, comme on a dit non au gaz naturel liquide, comme on a dit non à l'oléoduc. On a dit non à beaucoup d'affaires. On pourrait-tu dire oui à un moment donné? Je vous amène ici en 1975. On est en 2024 aujourd'hui. On sait ce qui se passe au Liban avec les bagettes et les walkie-talkies. 1975. Violent affrontement au Liban malgré la trêve. Hein? Des tirs extrêmement nourris de mortiers. La même chose qu'aujourd'hui. Ça ne finit jamais. Jamais dans ces pays-là. Ce sont des patates chaudes. Hein? Donc, en 1975, c'était ça. C'est encore ça aujourd'hui. Autre chose. Je suis tombé dessus. En 1975, le français dans l'étiquetage et la publicité. C'est drôle, l'étiquetage, je pensais que ça prenait 2 T. Hein? Donc, je ne pense pas que la loi 101 a eu lieu encore en 1975. Non, elle n'avait pas lieu. Mais on parlait de plus en plus d'étiquetage et dans la publicité. On vient de refaire de la publicité pour parler du français encore. Hein? Donc, vous voyez, les problèmes sont toujours les mêmes problèmes d'une société. Sont toujours là après des décennies. Hein? Quand une société a un certain problème, ici, nous autres, c'est la langue. Au Liban, c'est la religion. Et les territoires qu'on essaie de protéger. Mais ça, là, ça va revenir. Dans 20 ans, si je suis encore ici, on va lire encore les journaux de 2024, puis ça va être le même sujet en 2044 qu'en 2024. C'est toujours comme ça. Hein? On s'en va en finance, grosse section de finance. Bien, je vais vous montrer un premier graphique de, là, je vais vous dire son nom, je veux un blanc, là, Jonathan Hamel, c'est ça, hein? Le gars du Bitcoin. Et il sort Bitfarms depuis l'entrée en bourse, plus 90%. Lyon, depuis l'entrée en bourse, moins 96%. Parce que la Régie de l'énergie impose à Hydro-Québec d'allouer 20 MW pour des projets de crypto-monnaie, ce que j'avais parlé cette semaine. La Société d'État va contester la décision dans le contexte où il manque d'électricité pour des projets de décarbonation. Donc, Lyon électrique est un projet de décarbonation. Hein? Donc, au lieu de mettre de l'argent dans Lyon, pourrais-tu bâtir centrale nucléaire, peut-être? Hein? On va-tu passer complètement à côté? Là, le Bitcoin et la crypto-monnaie, là, c'est rendu mainstream. La même chose que tu peux acheter une action de Coca-Cola, tu peux acheter une action de Bitcoin maintenant, par l'entremise des fonds mutuels. Donc, c'est plus obscur, là. C'est là. La même chose que l'or. On fait des mines pour extraire de l'or. Pourquoi qu'on ne fera pas des mines pour miner du Bitcoin? Là, à un moment donné, il faut accepter que c'est ça le minage nouveau, hein, avec la technologie. C'est là qu'on est. Il va falloir accepter. On ne peut pas toujours dire non à tout. On est en train de quêter des blocs d'énergie. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a raison. Puis malgré que la grosse hausse, ça serait encore plus gros si le Bitcoin avait monté à son million, comme les gens disent. Il y a un gars qui m'écoute. Salut, je te nommerai pas, tu te reconnais.
que lui est persuadé que le Bitcoin s'en va à 1 million là, à peu près d'ici Noël. Là. Il a lu des affaires. Faites attention à ce que vous lisez, puis des prédictions. À moins que tu contrôles, moi, là, je peux te le dire, là, je peux prédire quel sera mon chiffre d'affaires au mois de décembre. Je suis pas mal certain que ça va se situer dans telle zone. Pourquoi? Parce que je contrôle. Je contrôle les produits et je ne vous contrôle pas. Mais je le sais que dans une grande proportion, vous allez nous choisir parce que vous l'avez fait dans le passé, ça fait 6 ans et c'est toujours en augmentation. On le voit déjà avec les demandes qui rentrent en ce moment. Donc, je le sais que mon mois de décembre va ressembler à X, Y ou Z. Donc, on est déjà en train de planifier un paquet d'affaires pour être capable de livrer ça parce qu'on ne va pas laisser l'argent sur la table. Si tu ne maîtrises pas le Bitcoin, que personne ne maîtrise, tu ne peux pas faire de prédiction dessus. Quand même que quelqu'un en achète à tonnes. Puis là, cette semaine, en tout cas dans les derniers mois, c'est MicroStrategy qui en a acheté énormément. Donc, le monde dit, ben, s'il en achète, il est déjà riche. C'est sûr, quand ça va marcher, là, hein, si ça marche, ça devrait marcher à un moment donné, ben, il y en a une couple qui vont être riches en maudit. Hein. Puis tant mieux si vous en faites partie. Puis c'est pour ça que j'en achète à chaque mois un peu de iBit. Parce que s'il y a une montée, je vais en profiter comme tout le monde. S'il n'y en a pas, ben, j'aurais pas trop perdu. Hein? C'est comme ça. J'ai écouté François-Philippe Champagne au 98.5. Je l'ai écouté vendredi ou samedi soir, là, je ne sais plus quand. Pendant que vous autres écoutez autre chose, moi, j'écoute des affaires à 8 heures le soir, finance. Chacun ses passions. Vous me demandez est-ce que je regarde la bourse tout le temps. Est-ce que j'écoute? Ben, si je suis capable de faire un show comme ça, c'est que j'en écoute, j'en mange de l'information pour être capable de la décortiquer. T'sais, je rentre ça dans mon entonnoir de cerveau, puis après ça, ça sort spaghetti. Et Nordvolt, un autre sujet que Nordvolt n'est pas la même société que Nordvolt Suède. Donc, ils ont créé une compagnie distincte ici qui ne dépend pas. Bon, on va s'entendre, là, elle dépend des fonds. Le fédéral, en ce moment, n'a pas déboursé une scène. Donc, on n'a rien perdu au point de vue fédéral. C'est le provincial qui a déboursé. Maintenant, si, vous voyez les informations là, quand on les décortique, hein, on les analyse. Si Nordvolt a une société distincte ici, détachée de la Suède, comment ça se fait que François Legault a envoyé 200 millions en Suède? Ben, c'est ça qui est arrivé. Ils ont déboursé 200 millions ici pour le terrain, puis envoyé 200 millions en Suède. Et pourquoi? Si la compagnie est séparée ici, qu'est-ce que nos 200 millions font là-bas? Vous voyez, hein? Quand on fait des ramifications, puis des menteries, puis là, il y en a un qui parle, hein? C'est comme ça, dans le fond, on fait presque en ce moment du journalisme ensemble, parce que je ne suis pas tout seul à creuser ça, il y a beaucoup de gens qui le creusent aussi, mais c'est ça le journalisme citoyen. Hein? On ramasse les informations. Il y a Radio-Canada avec Thomas Gerbet qui en donne. On va fouiller X. Je vous en donne, vous m'en donnez. Et à un moment donné, on est en train de faire l'histoire de Nordvolt parce qu'on la cache, cette histoire-là. Donc, on est en train de la faire. François-Philippe Champagne qui disait, ah non, c'est dans 20 ans, on va capoter comment c'était un bon coup, puis comment on était à l'avant-garde. Puis il compare ça à Henry Ford avec le Model T puis les choses en série. Hey, calme-toi, bonhomme. Calme-toi, là. Oh, non, je m'en allais dans le personnel. L'industrie du phoque. Hey, depuis que Brigitte Bardot a dit « touchez pas à ça », ben, tous les pays, même la Russie, interdit les importations de phoques. On est passé de 3000 phoques à 400 000. C'était la ministre Leboutier qui appelle ça des rats de mer. C'est à peu près ça. Hein? Donc, c'est interdit d'exporter à peu près partout. Les bottes, c'est intéressant, un manteau, là, c'est chaud. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la viande? T'sais? Là, ils disent, ben oui, mais les Québécois devraient en manger en premier lieu. Ça me tente pas, moi. C'est peut-être bon, mais ça me tente pas d'en manger. Hein? La campagne de Brigitte Bardot a fonctionné. T'sais, ça me tente pas de manger du phoque. Pas tout. Aucun intérêt, même une saucisse de phoque. Ben, pas la saucisse, là. Une saucisse faite avec la viande de phoque. Ça me tente pas. Pas tout. 0. Donc, je suis désolé, je peux pas. On est pogné, hein. Je veux dire, il y a 400 000, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils vont manger de la morue, puis ils vont manger un paquet d'affaires. Il faut qu'ils mangent, là. Donc, c'est un gros problème. Puis ça me tente pas. Puis juste la peau n'est pas assez rentable. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose
à faire. Hein? Donc, je n'ai pas de solution pour eux autres. Des fois, j'aimerais donner mon grain de sel, mais tu sais, on peut voir un impact de Brigitte Bardot. Qu'est-ce que ça a donné comme impact? Donc, voilà. Hey, la vente au détail au mois de juillet, très intéressant, une augmentation de 0,9. Donc, on continue à consommer. Hein? On consomme différemment. On consomme le très haut de gamme, puis le Dollarama. Entre les deux, là, ça ne marche pas. Puis regardez, je vais vous montrer. Burberry. Ben, Burberry, on s'entend, c'est pas vraiment entre les deux. Hein? Regardez la débarque de Burberry. Ça, c'était il y a 1 an. Même pas 1 an, t'as un peu. Oui, exactement. Il y a 1 an. Mois d'avril, donc 18 mois, ça valait 2660. Ça vaut 604. Ils ont tout essayé pour renouveler la marque. Les gens n'achètent pas. Mais il faut pas oublier que la plupart des choses de luxe comme ça ont décidé d'aller beaucoup jouer en Chine. Même les constructeurs automobiles. Hein. Mercedes dépend 36% de la Chine. C'est énorme. Hein? C'est énorme pour marcher. Ben, regardez Burberry. Louis Vuitton. Ça ressemble à quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Louis Vuitton. Louis Vuitton diminue aussi après le pic. Là. Je ne sais plus si Arnaud est encore plus riche, je doute. Ben, tout ça a diminué, mais regardez de moins fort. Burberry prend des barques. Hein. Tous ceux qui sont dans le haut de gamme, mais pas the top, là, ben, eux autres, ils en mangent toute une volée. Ils sont vraiment pris entre les deux. Hein? Il y a le Redmonds, puis, mettons, pour l'équivalent, là, pour les gars, là, tu sais. Je n'ai pas de magasin en tête. Mais vous voyez, là, le bas de gamme, le pas cher, le prêt à jeter, a du succès, mais pas le reste. Hey, je vous ramène ici. Regardez, c'est Raspberry. J'ai ce petit ordinateur-là. Je vous en ai parlé souvent. Hein, Raspberry, donc la framboise. J'en ai parlé souvent parce que ça a coûté 200$, 250$ à peu près. Avoir un serveur d'entreprise qui me roule un paquet de scripts, qui roule mon intranet pour avoir des statistiques et des données et mettre des choses à jour dans Shopify. Donc, j'utilise ça. C'est vraiment performant. J'aime le produit, mais je n'étais pas obligé d'acheter l'action. Hein? C'est pas parce que j'aime la compagnie que j'aime le produit que je vous ai dit que c'était pour être un bon placement. Et c'est ça qu'il faut faire la différence. Dans les dragons, je disais ça souvent aussi. J'aime ton produit, je veux l'acheter, mais je n'investirai pas en toi. Ben regardez, hein, quand il est arrivé en bourse, il est arrivé à 350, 360 à peu près, 350, elle en vaut 348. Pas eu de progression, là. Hein? Donc, ça est arrivé au mois de juin. Donc, ça fait 3-4 mois. Il y a eu 0 progression. Et c'est ça qu'il faut faire attention avec il y a de la compétition, là. On n'est pas tout seul dans les petits. Moi, j'ai choisi celui-là. J'aurais pu choisir d'autres choses. Mais c'est ça. C'est pas parce qu'on l'aime. Puis je suis un investisseur que je dis, hey, m'aller l'acheter, ça va être capoté, ça s'en va tout le monde. Ben non. C'est pas tout le monde. Loin de là. Hein? Et pendant que je suis là, toujours, on continue. Intel qui veut se faire acheter. Intel, pas qu'il veut se faire acheter. Qualcomm me dit, demandé à Intel, serais-tu intéressé à ce qu'on t'achète? On peut écouter. C'est quand même 90 milliards de capitalisation. Intel va pas bien, mais pas pantoute. Hein? Regardez, ça, c'était à l'an 2000. Hein? Si vous voyez le graphique, là, c'était parti en 94 à 2,22$. C'était monté à 72 dans la fameuse folie de l'an 2000. Donc, c'était assez fou. Et je vais vous montrer FedEx maintenant. FedEx. J'utilise jamais FedEx ici. Hein, c'est trop cher. Trop cher. Regardez sur un... Ah, je l'ai ici. OK, j'avais sorti le graphique comme il faut. Regardez FedEx, un titre yo-yo. Hein, ici. Décembre 2023. Il annonce des chiffres. C'est pas beau. Ça descend. Ça reste stable toute l'année. Il annonce des chiffres. C'est beau. Ça monte d'un coup. Hein, ça redescend. Il annonce un autre chiffre en juin. Ça allait bien. Une surprise. Ça monte. Ça reste stable. Et là, il annonce des chiffres que finalement,
les gens utilisent du cheap labor ou acceptent maintenant pas du cheap labor, des colis livrés moins rapides, donc qui coûtent moins cher. Et là, FedEx se fait rentrer dedans. Parce qu'à un moment donné, c'est que ça coûte cher envoyer des colis. Ça coûte très cher. Il faut avoir du volume. Regardez, notre shipping à nous autres est 65$. Après ça, c'est gratuit. Je peux pas aller en bas de ça. Puis souvent là, avec le shipping inclus, à 65$, il y a des fois qu'on fait pas une scène. On n'en fait pas pantoute. Pantoute. Mais il y en a d'autres qu'on se reprend. Parce que là, un moment donné, si je commençais à regarder chacune des commandes, OK, toi, il faut falloir que j'aurais besoin de quelqu'un à temps plein pour dire, ben, regarde, toi, ça serait 75$. Je peux pas avoir des choses modulées comme ça, les gens ne comprendraient rien. Là, tu sais? Et donc, on a réglé ça. C'est en bas de 65$, c'est 10$. En haut de 65$, c'est gratuit. Hein? La plupart des entreprises, maintenant, le mettent à 90$. Il y en a qui le mettent à 100$. J'ai vu 150$ aussi. Donc, on est encore très, très bas. Et ça, c'est l'ensemble du groupe. Puisqu'on a du volume. C'est juste la seule raison que je peux maintenir un tarif bas de même, parce que j'ai du gros volume. Donc, il y en a une qui vont contrebalancer pour une autre, dépendamment de ce que vous achetez puis le volume que vous achetez. Mais ça coûte cher, le shipping. Et FedEx dit, ben, regarde, dans la high-end comme on est, les gens veulent moins nous utiliser, puis ils vont utiliser des transporteurs qui vont livrer en 2 ou 3 jours au lieu du lendemain. Hein? On veut être le lendemain, mais ça coûte très, très cher. Mais vous voyez le titre, hein? C'est tout le temps. Des up and down avec FedEx. Ça va bien, on explose, ça va mal, on descend. Hop, le prochain trimestre. Ça va peut-être aussi avec le message que le CEO envoie. Hein? Donc, voilà. Hey, on a souvent eu peur de la Chine. Hein? Les Chinois qui achètent nos terrains ici, puis ils vont venir nous dominer, puis comment ça se fait qu'ils sont ici, hein? En avez-vous vu beaucoup de Chinois sur les terres agricoles? Hein? On a eu ben peur. Hein? Vous avez, moi, j'ai pas eu peur pantoute, là. Il y en a pas. Mais il y a une des compagnies, un des pays qu'on regarde de plus en plus maintenant, c'est l'Inde. Hein? L'Inde qui vient d'acheter Motel 6 aux États-Unis, c'est une énorme chaîne, la Motel 6. Il avait acheté Ford, je pense qu'il a investi dans Ford, mais il y avait Jaguar Land Rover, il y en a encore avec Tata. Ici aussi, on en a des entreprises indiennes, donc les entreprises indiennes sont de plus en plus présentes sur le marché international. Hein? Ça prend de la place. Et là, ben regardez, ces Motel 6, personne n'en fait cas parce que c'est l'Inde. Hein? Mais eux autres aussi sont en train de mettre leur pied à terre puis devenir une puissance mondiale tranquillement avec, sont combien, 1,5 milliard. Là. Donc, voilà. Et je vous montre maintenant, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de nouvelles en finance, mais c'est une section que vous aimez de toute façon. Regardez, ça c'est le S&P 500. On a eu une belle semaine à la bourse. Hein? Si on regarde dans les 5 derniers jours, là, on a eu 1,56. Mais ça s'est passé surtout à partir de mercredi, quand les taux d'intérêt ont diminué aux États-Unis. Mercredi, c'était tranquille. Jeudi, ça a explosé. Vendredi, c'était tranquille. Mais 1,56 sur les 5 derniers jours, c'est énorme. Sur un mois, regardez, sur un mois, on n'a presque rien fait. Hein? 1,45. Sur 6 mois, du 9%. Du 20% depuis le début de l'année. C'est énorme. Pas normal. Hein? Ça peut pas durer. Il ne faudrait pas être surpris dans les 3 prochains mois qu'on pourrait perdre un 3 ou un 4% pour terminer l'année avec un 17%. On n'aura pas une année à 30% d'augmentation du S&P 500. Je ne crois pas. Ça se peut. J'espère. Ben oui. J'en ai beaucoup de compagnies qui sont dans le S&P 500. Là. Je rêve à ça. On rêve tous que ça soit éternel. Hein? Et d'ailleurs, est-ce que les récessions, si on regarde ça, parce que c'est année après année, puis on se pose tout le temps la question, OK, mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir une récession? Les récessions, je vais en parler un petit peu plus demain, là, mais c'était pas mal plus courant quand on n'avait pas la technologie. Maintenant, avec la technologie qu'on a, de toutes les données à temps, on est capable d'ajuster rapidement les taux d'intérêt au lieu d'attendre des mois et des mois. Peut-être qu'on n'aura plus de grands booms, mais surtout de grandes récessions, comme on a déjà eu avant. Mais il reste, regardez, une augmentation de 20%. C'est énorme. Demain, je vais vous parler de ma vision des outils qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Comment qu'on peut éviter de ne plus jamais retomber dans les récessions profondes comme on a déjà eu dans le passé, puis avoir des taux d'intérêt de 22%, là, puis il n'y a pas de bon sens pantoute. Hein? Ben voilà, ça en va ici.
insolite. Faut que je trouve le piton, ici. Les allergies aux arachides. Hein? Quand on était jeune, là, personne ne parlait de ça. Hein? Il y en avait une fois de temps en temps. Dans le fond, en 1990, c'était 0,6% de la population qui avait des intolérances, puis il y en avait qui avaient quelques allergies aux arachides. Hein? En 2004, il y a un médecin qui a dit « Ouais, il faudrait peut-être pas prendre des arachides avant l'âge de 3 ans. » 2024, une personne sur 18. Donc, qui est responsable des allergies aux arachides? Il y a certains pays qui n'en ont pas. Hein? Des pays du Moyen-Orient où on mange beaucoup de noix, les gens ne sont pas allergiques. Pourquoi? Parce que les jeunes sont mis rapidement, entre 4 et 11 mois, lorsque tu goûtes à des arachides dans la période de 4 à 11 mois, c'est 86% de moins d'allergie. Mathieu est allergique, là. Il fait partie des gens qu'on a attendus, là. Mais quand même. Hein? Donc, les médecins, c'était pas basé sur la science, c'était juste faudrait retarder ça. La science dit qu'il faut leur en donner le plus rapidement possible pour qu'ils développent les anticorps étant le plus jeune possible. Donc, c'est quand même spécial qu'un aliment comme ça soit plus dangereux. Mais c'est ça. Hein? Entre 4 et 11 mois, idéalement, il faudrait en donner. Je ne suis pas un médecin, là. Je vous dis ce que les études disent, ça vous appartient après. Là. Hein? Faites vos recherches, faites vos tests. Mais non, ce ne sont pas des tests des enfants. 12 personnes par jour meurent au Canada. En moyenne, 100 familles, 100 personnes pour s'occuper des papiers. Rien. C'est triste pareil. Hein? C'est vraiment, vraiment triste que tu termines tes jours et il n'y a pas personne qui va s'occuper de toi. Bon, la société va s'en occuper, là, mais quand même, 12 personnes. Et en finissant, vous savez, quand vous avez un ordinateur, le chat pourrait aller cliquer sur des... Mon chat m'a... Pas moi, c'est mon chat qui a envoyé l'email, des fois. Il y a un gars en 1999 qui a gagné un prix Nobel, IG Nobel, les prix que je vous montre, pour le PassSense. Il a développé un logiciel sur Windows où quand le chat arrive, la façon qu'il touche aux touches, il peut dire que c'est un chat, donc il ne prend pas en charge ce qui se fait écrire sur le keyboard. Riez pas, ça existe. PassSense. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. C'était plus long, c'est dimanche. Hein? On a tout le temps qu'on veut. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.